S'il y a des gagnants, il y aura forcément des perdants. Cela s'applique également à l'univers de Jujutsu Kaisen. Dans une vidéo précédente, j'ai mis en avant ceux que l'on peut considérer comme des génies. Et ce que je vais vous raconter aujourd'hui va compléter ce que l'on peut penser sur certains personnages, qui, à l'opposé des autres, ont souvent été considérés comme des ratés. Mais ce titre qui leur a été accordé, est-il vraiment mérité? On va vérifier ça ensemble aujourd'hui. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Installez-vous confortablement car dans la vidéo d'aujourd'hui, on va aborder plusieurs cas différents. Prenez de quoi manger, n'oubliez pas de vous hydrater et c'est parti. Avant de commencer, je tiens à rappeler que si vous êtes animé only, faites attention, dans cette vidéo, on abordera tout ce que l'on sait dans le manga. Mais vous avez de la chance, certains personnages mentionnés ici ont déjà été conclus dans l'animé, donc pas de spoiler les concernant. Je vous invite à vous fier au timecode de la vidéo. Pour commencer, je pense qu'on ne va pas définir le terme raté en général, mais plutôt expliquer ce qu'être un raté dans Jujutsu Kaisen signifie. Ce titre peut être attribué dans deux cas de figure. Premièrement, le personnage est juste mauvais dans sa fonction, voire même dans son domaine de prédilection. Deuxièmement, il se peut que le personnage n'ait rien à se reprocher vis-à-vis de ses capacités, il est même souvent sous-estimé. Mais malheureusement, s'il est comparé à un génie, il se peut que dans son propre univers, on le considère comme un moins que rien, alors que ce n'est pas du tout le cas en vérité. Et ça tombe bien parce qu'on va commencer par l'un des personnages les plus controversés du manga. Celui qui a toute sa vie été rejeté et considéré dès son enfance comme un exorciste raté, puisque ses prédispositions innées ne lui ont jamais permis d'avoir accès à l'énergie occulte. Je parle bel et bien de celui qui avait été renié et qui sera plus tard surnommé le tueur d'exorcistes, Toji Fushiguro. Est-ce qu'on ne serait pas face à l'un des personnages les plus appréciés du manga avec Gojo et Sukuna? À votre avis, pourquoi? Son flow, vous allez me dire, mais il n'y a pas que ça. Toji, c'est avant tout un humain qui s'en est sorti avec ses propres moyens. De son vrai nom, Toji Zenin était promis un grand avenir. À l'origine, il est le fils du précédent chef du clan Zenin. Il était celui qui allait peut-être apporter à sa famille le sort héréditaire qu'il recherchait depuis des siècles. La fameuse technique des 10 ombres qui aurait permis au clan Zenin de tenir tête au clan Gojo, afin d'avoir une chance de surpasser le possesseur de l'infini. Autant vous dire qu'énormément d'espoir était placé en Toji. Mais malheureusement, ce nouveau venu ne détenait pas une seule once d'énergie occulte. Pour cause, son serment inné lui octroie en échange une force et des capacités surhumaines. La plupart du temps, les cas de serment inné limitaient uniquement la présence d'énergie occulte chez les individus. Mais dans son cas à lui, Toji était le seul au monde chez qui l'énergie occulte a été complètement supprimée. Ce n'est que le début de la descente aux enfers pour lui. Maltraité et renié par sa famille, il finira par être confronté au fléau que son clan avait capturé. Totalement voué à lui-même, cela lui permettra de découvrir son véritable potentiel. Toji prit conscience qu'il était loin d'être faible. Sa véritable force réside sur ce pourquoi il a été renié. Techniquement, la base d'un serment inné est de remplacer tout ce qui aurait pu lui être offert avec de l'énergie occulte, obtenant en l'échange de celle-ci une force physique surhumaine. Pour combler un manque qu'il avait dans le monde occulte, l'autre particularité de Toji était de pouvoir malgré tout distinguer les fléaux à l'aide de ses 5 sens. Ces derniers ont été littéralement boostés à leur paroxysme. Toji pouvait percevoir ce qu'aucun autre ne pouvait. Étant dépourvu d'énergie occulte, il avait développé une certaine résistance face aux fléaux, qui ne lui ont jamais posé de problème d'ailleurs. Car, il faut le dire, c'était littéralement un surhomme. Le clan Zenin a commis une terrible erreur en ne le prenant pas en charge. Car ce qu'il voyait comme un handicap pour un potentiel exorciste était en réalité tout l'inverse. Toji était une véritable force de la nature.
qui pouvait se fondre dans la masse sans que personne ne le remarque. Sauf celui qui possède le sixième œil, mais ça on en a déjà parlé dans une autre vidéo. Toji était impossible à localiser pour le commun des mortels, et même prédire ses mouvements en plein combat relevait de l'impossible. Aucune barrière ne pouvait l'arrêter, même dans le territoire le plus sophistiqué, il est indétectable. Certains ont peut-être déjà pensé à l'enfermer à l'intérieur de leur territoire, mais cela est littéralement impensable, car même l'effet imparable de n'importe quel sort n'aura aucune emprise sur lui. Contradictoire, n'est-ce pas? Être inatteignable même face à un effet imparable. Oui, l'existence même de Toji est une contradiction. Bien plus qu'une force de la nature, à l'inverse d'une catastrophe naturelle, il est celui qui pouvait littéralement tout chambouler. Et c'est effectivement ce qu'il a fait. Loin de moi l'idée de rappeler tous les événements qu'il a impactés et tout ce que cela a provoqué, car ça vous le savez déjà. Mais il y a malheureusement un point qui aurait vraiment pu tout améliorer grâce à l'existence et à l'accord de Toji. Concernant cet accord, ce dernier l'a malheureusement refusé. Je parle du moment où Yuki nous raconte qu'avec l'aide de Toji, il aurait été possible de faire totalement disparaître les fléaux de ce monde, et donc d'apporter la paix et la fin de l'ère des exorcistes. Ce plan est extrêmement ambitieux, et malgré cet objectif démesuré, eh bien il aurait été vraiment possible de le réaliser avec l'aide de Toji. On apprendra plus tard dans le manga que les recherches de Yuki auraient permis à Toji de prendre pleinement conscience de sa véritable puissance. Je l'ai déjà mentionné dans une autre vidéo, mais l'âme est un thème récurrent dans JJK. Bien plus tard dans le manga, on apprendra que dans le monde de l'exorcisme, le corps est l'âme. Quand je vous dis que le corps est l'âme, cela signifie que Toji a toute sa vie été réduit à un moins que rien, alors qu'il valait tout autant qu'un exorciste, voire même un peu plus. Je pense que c'est quand même la base, mais il faut le rappeler, les exorcistes passent leurs existences à essayer de comprendre leurs âmes. Et c'est chaud de se dire qu'ils n'ont même pas pris la peine de s'intéresser sérieusement au serment inné de Toji, parce qu'avec ce dernier, il arrive à maîtriser et comprendre parfaitement son corps, ce qui fait de lui un être qui est capable de maîtriser et comprendre parfaitement son âme. C'est d'ailleurs en sachant ça qu'on comprend totalement pourquoi réinvoquer le corps décédé de Toji est la pire idée possible. Toute âme qui essaierait de s'insérer dans celui-ci ne tiendrait pas le coup face à l'âme de Toji qui est contrôlée totalement par celui-ci. Ce qui est intéressant avec cette thématique autour de l'âme, c'est qu'elle est développée tout le long du manga, notamment à travers plusieurs personnages. Mahito, vu que c'est lié directement à son sort inné, mais aussi Maki et Yuji par exemple. Comment vous dire qu'encore une fois, cela nous montre l'importance de Toji pour le monde occulte. L'ignorance qu'a fait preuve son clan à son égard est aberrante quand on sait tout ce qu'il pouvait apporter. L'ironie du sort, c'est qu'il se soit débarrassé de l'élément le plus puissant de leur famille à ce moment précis. Malgré tout, Toji gardera contact avec Naobito Zenin, celui qui est aux commandes, dans le but de remporter une énorme somme d'argent en lui vendant son futur enfant, qui sera potentiellement le détenteur de la technique des 10 ombres, le sort héréditaire du clan Zenin, souvenez-vous. Après tout ce qu'ils lui ont fait subir, le pire dans tout ça, ça restera quand même de se dire que Toji rendra un énorme service au clan Zenin, en remplissant justement la mission qu'on lui avait confiée à sa naissance. La mission qu'il était censé remplir avec sa propre personne. Il la remplira en offrant au clan Zenin un enfant avec le sort héréditaire de cette famille. Eh bien oui, l'existence de Megumi est en réalité une bénédiction pour Toji, même s'il ne le réalisera pas tout de suite. Personne n'avait manifesté de joie à sa venue au monde, et c'est peut-être pour cela que celle de son fils l'avait laissé indifférent pendant un moment. Lui qui n'avait jamais connu d'éducation digne de ce nom. Il partit ensuite chercher du lait pendant plusieurs années. Toji avait raté l'éducation de son enfant à son tour. Mais tout comme lui, Megumi a su se débrouiller seul, en respectant ses principes, et surtout en gardant le bon nom de famille. Lorsque Toji a réalisé que Megumi n'avait pas rejoint le clan Zenin, il ressentit une satisfaction. Celle de savoir que son fils n'avait pas rejoint ce qui le considérait comme un raté. En affichant un sourire sur son visage, il nous fait comprendre qu'il était rassuré. Rassuré de savoir qu'aux yeux du clan qui l'avait mal jugé, son fils sera tout le contraire d'un raté, puisqu'il finira par en être l'héritier. Tout l'inverse de son père Toji, le non-exorciste qui était né dans une famille qui valorisait les sorts avant tout. Toji n'était qu'un homme qui a souffert à cause des intérêts des 3 grandes familles. Toutes ces mauvaises actions sont le résultat de son aversion envers le monde. Souvenez-vous que si tout ça est arrivé, c'est uniquement parce qu'on l'a considéré comme un raté. Malheureusement, Toji n'était pas le dernier qui allait être utilisé pour servir l'intérêt des 3 clans.
Au sein du clan Zenin, on retrouve aussi deux jumelles, Maki et Mai, qui ont elles aussi subi le même sort que leurs cousins. On va surtout aborder le cas de Maki, qui est très similaire à Toji, car comme lui, elle a toujours été rejetée par son clan pour son manque d'énergie occulte. Certes, ce manque n'était pas aussi prononcé que celui de son cousin, mais est-ce que j'ai vraiment besoin de rappeler les attentes du clan Zenin? Ils ne voulaient rien savoir, Maki était à leurs yeux rien de plus qu'une humaine défectueuse. Malgré sa grande facilité pour manier les armes de son clan, son manque d'énergie occulte et son incapacité à distinguer les fléaux à l'œil nu ont fait d'elle la nouvelle honte de la famille. C'est parti tellement loin que le clan refusait qu'elle rejoigne l'école d'exorcisme. Bien évidemment, cela ne l'a pas arrêtée, et pour prouver qu'ils avaient tort à son sujet, elle deviendra bel et bien exorciste, pour qu'il regrette de l'avoir maltraitée. Le clan Zenin ne s'est pas arrêté là, et a cherché à étouffer tous les efforts de Maki à chaque étape de sa vie, jusqu'à empêcher sa promotion d'exorciste malgré son immense talent. Elle avait beau être très forte, voire beaucoup plus que sa sœur, Maki était quand même considérée comme l'incapable parmi les deux jumelles, alors que physiquement, Mai était à des années-lumière en dessous. Déterminée à devenir encore plus forte, elle quitta son clan, proclamant vouloir revenir uniquement au moment où elle sera capable de s'auto-proclamer chef de celui-ci. Mais les Zenin étaient loin d'être des imbéciles, ils ont cherché par-dessus tout à étouffer tous les efforts de Maki, et c'est d'ailleurs pour cette raison que, souvenez-vous, dans la saison 1, Maki était encore classe 4, alors qu'elle méritait largement la classe 2 à ce moment-là. Tout comme Toji, elle a commencé à compenser son manque d'énergie occulte avec ses capacités physiques et sa maîtrise des armes. Contrairement à lui, Maki n'était pas en reste. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il lui restait quand même un moyen de se rattacher à l'exorcisme. Elle possédait malgré tout la possibilité de distinguer les fléaux. Malheureusement pour cela, elle est obligée de porter des verres spécialisés avec ses lunettes. Certains peuvent se dire que ça aurait pu lui permettre de s'intégrer aux côtés des membres de son clan, vu qu'elle possède littéralement la capacité de se défendre face aux fléaux en vrai. Mais à leurs yeux, malheureusement, Maki n'est peut-être pas une primate comme Toji, mais c'est une femme. Ces misogynes estiment qu'elle n'était pas faite pour le combat et ce fut là leur plus grande erreur. À côté de ça, sa sœur Mai est capable de se servir un minimum de son sort inné. La technique de la matérialisation, qui est extrêmement intéressante sur le papier. Imaginez juste pouvoir construire n'importe quel objet à partir de rien. Pour un combattant surentraîné, c'est la meilleure capacité possible. Mais vous vous en doutez, ça aurait été trop beau. Là où sa sœur Maki a obtenu une immense force physique au détriment de l'énergie occulte, Mai a en contrepartie de son énergie et de son incroyable sort, un corps extrêmement faible. L'ironie du sort, c'est que le mélange de leurs aptitudes aurait été le meilleur combo possible. Une immense force physique, couplée à la capacité de créer si t'es capable d'encaisser. Mai était elle aussi destinée à souffrir dans l'ombre de sa sœur Maki. Comme je l'ai dit plus tôt, elle a obtenu un accès à l'énergie occulte, mais à quel prix? La création produite par son sort consomme beaucoup trop d'énergie. Tellement d'énergie que Mai est dans l'incapacité de créer quelque chose de trop important. Cette impossibilité de concevoir un objet imposant lui permettant de se défendre l'oblige de s'en tenir qu'à une seule balle de revolver par jour. Une seule et unique, insignifiante balle par jour. Pour la simple et bonne raison que le contre-coup de sa technique affecte violemment son corps lorsqu'elle active son sort. Cela n'aurait pas posé de souci avec le corps de Maki, je pense que vous commencez à voir le tableau. Maki avait besoin d'énergie, quand Mai avait besoin d'un corps puissant. Ces deux êtres qui s'aimaient et qui ont fini par se détester ne pouvaient en réalité pas coexister. Maki et Mai se complètent, mais malheureusement pour la sœur cadette, la véritable protagoniste de ce duo, c'est bel et bien Maki. Le plus triste dans toute cette histoire, c'est l'impuissance des jumelles face au sacrifice qui est obligatoire. Considérées toutes les deux comme des ratées, elles n'étaient pas sur le même pied d'égalité, car au final, ce qui importe le plus aux yeux des autres exorcistes, c'est ce que vous êtes capable de faire. Mai peut se servir d'énergie occulte, ok, ça passe pour eux. Même si ses efforts pour progresser sont insignifiants. Par contre, de l'autre côté, Maki, super forte physiquement, très grande maîtrise des armes et compréhension de ce qui l'entoure, déterminée à progresser sans relâche dans le but de devenir la chef de son clan, on n'en veut pas en fait. Pas la peine de chercher la logique chez les dirigeants, la société a toujours été comme ça et selon eux, c'est pas une jeune fille aux cheveux verts qui va la bousculer. Enfin, ça c'est ce qu'ils croyaient. Mais là où sa réputation de raté est devenue encore moins méritée, c'est au moment le plus tragique de sa vie, la mort de sa sœur jumelle. Un sacrifice réalisé afin de permettre à Maki d'accéder à son véritable potentiel, sa véritable identité. Car oui, depuis le début de cette histoire, Maki et Mai étaient destinés à ne former qu'un seul être. Dans le monde de l'exorcisme, les jumeaux ne forment qu'une seule et même entité. Les bribes d'énergie occulte présents en Maki provenaient en réalité de Mai. Sa défunte sœur a donc emporté la totalité de son énergie occulte. Maki en est désormais
dépossédé. Cela lui donne accès à la pleine puissance de son serment inné, tout comme Toji à l'époque. À partir de ce moment-là, les capacités physiques de Maki dépassent l'entendement. Devenu une véritable menace pour ceux qui la détestaient, Maki n'en resta pas là et élimina la totalité du clan Zenin sans aucune difficulté. Plus aucun obstacle ne se dressait devant elle. Pas même Naoya et son immense vitesse qui se feront vaincre à plat de couture avec un seul coup de poing. Contrairement à son cousin qui avait prouvé à leur clan qu'ils avaient tort, Maki leur a directement montré que s'il y a bien des gens que l'on pouvait considérer comme des ratés, ça ne pouvait être que les perdants. Après ça, Maki nous a prouvé à nous lecteurs que ses prouesses sont juste exceptionnelles. Elle a surmonté de nombreux adversaires, dont certains qui revenaient d'entre les morts. Ses confrontations et ses rencontres ont permis d'en apprendre plus sur son éveil et sur cette perception qu'elle avait acquise. Maki et Toji étaient littéralement des joyaux bruts qui ont été jugés à tort. Ils auraient pu révolutionner le monde occulte et être à l'origine de l'évolution de l'espèce humaine. Je n'invente rien, tout cela est confirmé par Yuki et ses recherches sur l'âme. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais s'ils avaient été jugés à leur juste valeur, on n'en serait pas arrivé là. Car sur le papier, sans parler d'énergie occulte, ces deux-là réussissent absolument tout ce qu'ils entreprennent. Dans leur domaine, ils sont indétrônables. On peut même les considérer comme des génies incompris. Le clan Zenin a vraiment été ingrat à leur égard et dans tous les cas, ils en ont payé le prix. Absolument personne n'aurait pu deviner que Toji et Maki deviendraient les seuls à être immunisés face à la plus grande force des exorcistes. Les extensions de territoire, qui ne les reconnaissent même pas comme des êtres vivants, vu qu'ils sont dépossédés d'énergie occulte. Comme quoi, l'ironie du sort a fait que les exorcistes ne sont pas les seuls à les considérer comme des moins que rien. Étant l'une des rares exorcistes pacifiques, Yuki Tsukumo était sûrement la seule personne à avoir pleinement compris le fonctionnement du corps et de l'âme de Toji. Si ses recherches avaient été dévoilées au grand jour, peut-être bien que ces deux-là auraient eu la reconnaissance qu'ils méritent. En parlant de reconnaissance, sachez que dans le cas qui va suivre, cela ne fait pas tout. Après avoir été reconnu pour ses talents, après avoir tout obtenu en travaillant, Kento Nanami n'en reste pas pour autant insatisfait. Insatisfait de son quotidien et de son rôle à accomplir sur cette terre. À l'opposé de Toji et Maki, Nanami était assez respecté en tant qu'exorciste, vous me direz. Tellement respecté que même Satoru Gojo, l'exorciste le plus puissant de cette époque, le tenait en haute estime, lui confiant même pendant un temps l'éducation de l'un de ses élèves. Mais Nanami n'a jamais voulu cette vie. Malgré le fait qu'ils soient amis, Gojo et Nanami ont chacun une vision du monde diamétralement opposée. Le seul qui mérite d'être honoré est optimiste, sûr de lui, avec l'envie de changer le monde à sa manière. Tandis que Nanami préfère se concentrer sur ce qui est concret, en restant rattaché à la réalité, avec très peu d'ambition. Malgré son implication dans l'exorcisme depuis son plus jeune âge, il y a bien une chose qui a fait en sorte qu'il se retrouve dans cette vidéo. Sa personnalité pragmatique, son sens du combat méthodique, et son approche détachée et très en retrait alors qu'il est ancré dans le monde de l'occulte, le distingue de ses compères, qui ne le considèrent pas de la bonne manière. Mais pour comprendre ça, il faut remonter quelques temps en arrière. À l'origine, Nanami était le fer de lance d'une toute nouvelle vague d'exorcistes, déterminé à suivre les pas de la génération de Gojo, Geto et Shoko, aux côtés de son partenaire Yu Aibara, qui connaîtra malheureusement un destin funeste, mort au combat, sous les yeux de Nanami, qui plongera encore plus dans la solitude et la dépression, lassé du monde occulte. Nanami voulait avant tout rester en vie, et décide de s'écarter de l'exorcisme, terminant ses études, et rejoignant un travail conventionnel d'employé de bureau, lui garantissant une sécurité et un très bon salaire. Il est clair que dans cette vie-là, il ne risquait rien. Il finira par réaliser qu'avec sa carrière dans le milieu financier, il ne s'est jamais senti vraiment apprécié. Mais la véritable raison qui l'a poussé à le quitter, c'est uniquement parce que son travail n'a eu absolument aucun impact sur personne. À quoi bon rester en vie si tu ne sers à rien? Et oui, le pessimisme de Nanami s'étendait jusque-là. En y repensant, il se souvenait bien qu'être exorciste lui apportait l'appréciation d'autrui. Et cela n'a pas de prix. Soulager les douleurs d'une boulangère lui suffisait. Terminer les journées et les soirées à passer pour engrosser des sociétés avides d'argent. Nanami était décidé à renfiler ses crampons d'exorciste. Pour le meilleur et pour le pire. Désormais convaincu que le monde du travail est moins important que le monde occulte et la cause des exorcistes, il est déterminé à progresser, mais surtout à exercer. Même s'il est important de noter qu'il fait tout ça sans
sans aucune passion particulière pour cette cause. Uniquement car c'est légèrement plus important que le travail à ses yeux. Un Nanami investi est un Nanami qui réussit quasiment tout ce qu'il entreprend. Que ça soit en tant que mentor ou combattant. Nanami n'a plus rien à prouver. Au niveau de ses capacités, ces dernières sont extrêmement efficaces. En plus de correspondre parfaitement avec sa personnalité. Comme la technique de la règle des 7-3 qui lui permet de créer un point faible sur n'importe quel ennemi. Illustrant bien la manie de Nanami à toujours trouver une solution à ses soucis. Jusqu'ici, je suis sûr que certains d'entre vous se disent mais qu'est-ce que Nanami fait dans une vidéo où sur le titre il est mentionné les ratés. Surtout quand on sait qu'avant l'arrivée de notre protagoniste Yuji, celui qui détenait le record du nombre de rayons noirs exécutés d'affilée, c'était bel et bien lui. En réalité, à cause de sa personnalité qui lui avait permis de faire face à ses responsabilités même lorsque le monde semble désespéré, il se retrouvera quand même dépossédé de ses moyens, au moment où il sera confronté à la seule capacité qui restera à jamais bloquée pour lui, l'extension de territoire. Littéralement l'apogée pour un exorciste, mais inatteignable pour Nanami. Comme quoi, l'ironie de sa vie est de réussir à tout surmonter, excepté ce qui lui aurait permis d'avoir ce qu'il a toujours voulu, la paix. Incapable de finaliser le procédé de sa vie de citoyen, tout comme sa vie d'exorciste. Sa vision du monde du travail reflétant l'image d'un fardeau inévitable, son cynisme face à la société humaine et son désir de protéger font de lui un personnage ancré dans la réalité, mais aussi un personnage qui n'a malheureusement rien à apporter. Il est l'incarnation du concept d'intégrité, des pressions que les individus doivent endurer, mais aussi de la manière dont ils peuvent aider les autres à transcender leurs limites. Quand ils sont confrontés à des situations extrêmes, Nanami n'était pas seulement l'acteur de sa vie, il était le guide de celle d'autrui. Le rouage à l'état pur qui ne devait pas dépasser celui qui allait le succéder, destiné à endurer, à succomber, sans pour autant atteindre l'apogée de sa pratique, mais en léguant à autrui ce qu'il avait de plus cher, notamment à Yuji, une leçon très précieuse sur la vie. Il est nécessaire de faire face à ses responsabilités, même lorsque la situation semble désespérée, car il y aura des gens comme notre cher Nanami pour vous rappeler que vous n'êtes pas un raté. Concernant ces personnages amenés à être obligés de soutenir le protagoniste afin de le faire progresser, il y en a un qui n'est pas son sensei, mais qui a énormément apporté à Itadori. Je parle bien évidemment de son Best Friend. Todo est un personnage qui, techniquement, à l'heure d'aujourd'hui, n'a plus du tout sa place dans cette vidéo. Pour être honnête avec vous, j'ai commencé à écrire cette dernière il y a bien longtemps, juste après ma vidéo sur les génies. Oui, ça remonte. Mais à ce moment-là, pour ceux qui lisaient le manga, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu de nouvelles de Todo. La dernière fois qu'on l'avait aperçu, c'était à Shibuya, dépossédé de son bras et de son sort inné, faisant de lui un cas à traiter en tant qu'exorciste qui a raté sa carrière, qui avait pourtant très bien commencé. Depuis ce moment-là, le temps a passé, et le manga n'a pas cessé d'avancer. Todo est réapparu avec un instrument à la place du bras, fidèle à lui-même. Pour le plus grand plaisir des fans, et du mien aussi je l'avoue, Todo a pu réutiliser son sort. Remis sur pied dans la course, Todo est reparti de plus belle dans sa progression. Sachant qu'en réalité, tout ça l'a encore rendu plus fort qu'il ne l'était déjà, donc tout ce que j'avais prévu d'écrire sur lui à la base n'a plus vraiment lieu d'être, surtout au vu de son rôle et son implication dans le dernier arc. Même s'il y a bel et bien un point sur lequel on peut revenir, lui accorder le terme raté est trop gros, voire même incohérent vu tout ce qu'il a été capable de faire. Mais malgré ça, il est important de relever que tout comme Nanami, Todo n'a jamais atteint l'apogée de l'exorcisme, l'extension de territoire. Je ne vais pas faire mon rabat-joie et le qualifier de raté juste pour cela. Le souci c'est que selon moi, Todo aurait pu aller bien plus loin. Je pense que je ne choque personne si je dis que pour moi, il est l'équivalent d'un Akari ou d'un Yuta, mais pour l'école d'exorcisme de Kyoto. Bien évidemment, je ne parle pas en puissance, ils sont au-dessus, certes, mais je parle du fait qu'il est quand même respecté comme si c'était un professeur. Il est considéré comme les gros bras et la tête pensante de son groupe à
à la fois, armé de son QI de 530 000. À skip. Il faut quand même se rappeler que Todo possède un très gros palmarès. Chronologiquement, le premier fait d'armes que l'on apprend sur lui est l'un des plus impressionnants. Dans le film JJK 0, la parade des fléaux de Geto à Kyoto a été stoppée uniquement par Todo. Pour comparaison, à Tokyo, pour vous dire, il a fallu quasiment tous les membres de l'école, dont Gojo. Décrit très tôt dans l'histoire comme ayant un grand avenir, il est logique que Gakuganji ait placé de grands espoirs en lui. Respecté par les hauts gradés, Todo n'a rien à envier à ses compères. On pourrait même argumenter sa place parmi les génies que j'ai cités précédemment. Même si en le comparant, on se rend compte qu'il lui manquait pas mal d'éléments pour en faire partie, notamment le sort d'inversion. Mais selon moi, Todo a raté sa carrière dès l'instant où on a su qu'il ne possédait pas de territoire. Quand il était dans celui de Mahito, sa carrure, son cerveau et son sort ne lui ont été d'aucune utilité. Honnêtement, si je mentionne cette particularité-là, c'est parce que dans son cas, s'il avait ça, il aurait sans trop de soucis fait partie de l'élite de la patrie. Et c'est cette réalité qui me fait penser que Todo est dans un sens un raté. Car sa plus grande faute aura été de rater le sommet de très peu, en étant sûr de ne jamais l'atteindre. Car selon lui, ce n'était pas lui qui le méritait. Depuis le début de cette vidéo, j'ai abordé des cas bien précis de personnes qui ne méritaient pas d'être considérées comme des échecs. Mais cela ne veut pas dire que Jujutsu Kaisen est exempté de personnages qui sont littéralement des ratés. Pour vous le prouver, faisons entrer l'accusé. Ah là là, Kazumi Miwa. Par où commencer? Sûrement l'un des personnages les moins atypiques du manga, et justement c'est ce qui était voulu. Miwa est l'exemple type de l'exorciste banal, je dirais même d'une lycéenne banale. Elle provient d'une famille pauvre et elle n'a jamais été prédisposée à rentrer dans le monde occulte. Elle n'avait jamais tenu d'épée auparavant et c'est seulement à l'adolescence qu'elle fera la connaissance de son maître, n'ayant pas pour ambition de sauver le monde, de servir la société et encore moins de se rendre utile. Tout ce qu'elle voulait c'était rendre service à sa mère. Sans grandes ambitions pour ce milieu, Miwa n'a jamais cherché à voir plus loin que la maîtrise de l'épée de la nouvelle école de l'ombre. En réalité, c'est pas vraiment de sa faute, mais son manque de sort inné l'a rendu mal placé pour résister à plusieurs de ses camarades. Donc ne parlons même pas de ses adversaires. Son parcours assez modeste la condamne à la classe 3, qui est plutôt médiocre honnêtement pour un exorciste. Vous devez certainement vous dire, mais comment ça se fait qu'elle ait quand même reçu des missions de la part de son école? Eh bien, Miwa a quand même une utilité. Contrairement à certaines personnes citées juste avant, elle arrive à voir les fléaux, et elle peut accessoirement utiliser le territoire simple. Maintenant, posez-vous 2 secondes et dites-vous que juste avec la capacité de voir les fléaux, aux yeux des grands dirigeants du monde occulte et des 3 clans, Miwa est plus légitime que Toji et Maki. Plus légitime d'être considérée comme une exorciste à part entière. C'est fou, non? Alors que Maki était déjà supérieure avant même qu'elle ait eu son éveil, enfin bref. Jusqu'ici, on pourrait considérer Miwa comme une exorciste lambda, mais malheureusement pour elle, elle a commis une faute qui a encore actuellement de terribles conséquences sur elle. Juste avant le début de la traque mortelle, Miwa et les autres ont tenté de prendre Kenjaku en embuscade, à la fin de l'arc Shibuya, pour ceux qui s'en souviennent. Le souci c'est que pour être sûre d'infliger des dégâts à Kenjaku, elle s'est sentie obligée d'utiliser une restriction innée, qui avait pour but de placer un coup chargé d'un pacte maudit. Celui-ci avait pour but de concentrer en un seul coup absolument toute sa puissance actuelle et toute sa puissance future. La contrepartie est qu'après ce coup-là, elle ne pourrait plus jamais tenir un sabre de sa vie. Et vous vous en souvenez certainement, mais ce coup a absolument servi à rien. Elle qui voulait juste se rendre utile en devenant exorciste, elle qui avait donné toute son âme à la maîtrise du sabre, se retrouve face à la triste vérité que ce n'était rien d'autre qu'une ratée. Comme vous pouvez le constater, voici l'exemple parfait d'un exorciste raté dans Jujutsu Kaisen. Mais bon, pour sa défense, on va dire que malgré ça, elle a quand même continué à faire preuve de courage dans le manga. On l'a vu notamment présente dans une colonie de la traque mortelle et même dans l'affrontement final où elle a réussi à protéger Maki des slash de Sukuna, en se servant de son territoire simple, bien évidemment. Même si c'était très discret, c'est cool de voir que l'auteur ne l'a pas oublié. Si Miwa en est arrivé là, c'est en partie grâce à la personne qui lui a tout appris, son maître, Atsuya Kusakabe, qui excelle dans l'art de la nouvelle école de l'ombre. En parlant de personnes que l'auteur n'a pas oubliées, il est temps de mentionner celui qui est l'archétype même du sensei oubliable, mais qui nous a tous choqués en réalité. Kusakabe est clairement celui qui m'a donné envie de faire cette vidéo. Un peu à l'image d'Hiromi pour les génies, c'est lui qui représente parfaitement le fait d'être considéré par tout le monde comme un raté, alors qu'il n'en est rien.
Apparaissant pour la première fois dans le film JJK 0 très brièvement, puis durant l'arc Shibuya, je ne pense pas être le seul si je dis que je pensais que ça n'allait être qu'un simple figurant. Restant la plupart du temps très distant de l'action et des conflits, j'étais loin de m'imaginer que ce n'était pas un raté, vu que c'était littéralement l'image qu'il renvoyait. Il est temps d'expliquer pourquoi il est l'exception qui confirme la règle de cette vidéo. Avant l'arc final, que ça soit vous ou moi, ou même les protagonistes de cette histoire, nous étions tous persuadés qu'Atsuya Kusakabe était un raté. Son rôle dans cet univers est pourtant très respectable. Pendant que Gojo se contentait d'être l'enseignant des élèves de seconde, Kusakabe occupait le poste d'enseignant de la classe de première, signifiant qu'il est en charge de Maki, Panda, Inumaki, mais aussi Yuta. À l'origine, Atsuya Kusakabe est, comme je le disais, un individu assez en retrait. Il déteste se salir les mains, et cela pour une très bonne raison. Tout comme Nanami, il est lui aussi un individu assez craintif qui a peur de la mort. Normal, vous me direz. Mais dans le cas de Kusakabe, cela est assez exagéré. Son expérience l'a poussé à être de moins en moins téméraire, au point de ne pas s'engager dans les combats qu'il n'est pas sûr de gagner. Son manque d'assurance est inquiétant et peut même nous faire douter de ses capacités. Quand je dis que c'est inquiétant, je n'abuse pas, car il faut quand même se rendre compte que l'on parle d'un professeur. Un professeur qui est prêt à mentir à son élève Panda à Shibuya, en lui faisant croire qu'il vaut mieux rester à deux à un endroit précis pour éviter le conflit, et un potentiel affrontement avec des fléaux de classe S. Pour que vous vous rendez compte à quel point c'est absurde, imaginez juste Gojo qui dit à Yuji que pour leur sécurité, il faut qu'ils restent soudés et éloignés des combats. C'est tout de suite plus choquant si je vous dis ça comme ça. Surtout que la comparaison a du sens, vu qu'aux yeux du monde occulte, ces deux-là occupent absolument la même position. Gojo est un exorciste de classe S, possédant le sort de l'infini et le sixième œil, en plus d'être le chef du clan Gojo. Mais du coup, comment ce gars, qui à première vue est un random, a pu obtenir un grade similaire à lui? Ce n'est peut-être pas un classe S, mais Kusakabe n'est vraiment pas le genre de personne à sous-estimer. Et pour nous le prouver, c'est littéralement Gojo et les exorcistes de classe 1 qui vont nous expliquer qui est réellement Kusakabe. Ce mec, qui en apparence est un œil, et qui peut être considéré comme l'exorciste le plus mauvais qui existe, est en réalité un exorciste connu dans le monde occulte pour être excellent parmi ses compères, alors qu'il ne possède pas de sort inné. C'est là qu'on est tous choqués, car normalement, un enseignant est censé posséder un sort inné pour enseigner. Mais la réalité avec Kusakabe, c'est Mei Mei qui nous l'apprend. S'il a réussi à arriver jusqu'ici et à devenir ce qu'il est, ce n'est pas avec un sort, mais bel et bien avec son talent. Gojo, Nanami et Mei Mei s'accordent pour dire qu'il est sans aucun doute l'exorciste le plus puissant de la classe 1. Je ne sais pas si on réalise, mais celui que l'on considérait comme un moins que rien est au sommet de la classe 1. Il n'existe que 4 membres de la classe S, vous savez, les 4 exorcistes capables de détruire un pays en solo. Et bien, juste en dessous de ces 4-là qui trônent au sommet de l'occulte, il y a Atsuya Kusakabe. Bien évidemment, tout ça, l'auteur nous le révèle dans l'arc final, et c'est d'ailleurs à ce moment-là qu'il montrera tout ce que Kusakabe est capable de faire. Jusque-là, on avait droit à un froussard, mais face à Sukuna, il n'avait plus le choix. Lui qui regretta cette situation car sa lâcheté était telle que pour éviter à tout prix de croiser une catastrophe naturelle comme le roi des fléaux, il avait voté pour l'exécution de Yuji à l'épisode 1. Mais Kusakabe a pas mal évolué. La vérité, c'est que la seule personne qui le retenait, c'était lui-même. Persuadé que ce qu'il avait sous les yeux était le mal incarné et qu'il était le seul debout, la question ne se posait plus. Il n'avait pas d'autre choix que d'agir. Cette fois, il n'a pas fait la même erreur qu'à Shibuya, en fuyant ses responsabilités. Sa priorité est désormais de mettre sa vie en jeu pour protéger ses élèves, et c'est là qu'Atsuya Kusakabe a le plus brillé, en faisant face au plus fort de tous. Comme quoi, s'il s'était impliqué plus tôt, il aurait vraiment pu changer les choses. Quand on réalise qu'il a réussi à anticiper et à blesser Sukuna, on comprend qu'il était destiné à briller. Ceux qui l'ont fréquenté savaient de quoi il était capable. En toute humilité, Nanami affirmait que c'était impossible d'imaginer Kusakabe perdre un combat. Qu'il était si talentueux qu'aucun être humain ne pouvait esquiver sa technique, excepté Gojo qui n'a pas besoin de l'éviter avec son infini. D'ailleurs, en parlant de lui, même Gojo nous fait comprendre que Kusakabe est un génie refoulé. Mei Mei nous dit que c'est un véritable couteau suisse, qu'il sait littéralement tout faire. Je sais ce que vous vous dites, ce sont ses alliés, ils ne font que le charrier sûrement. Eh bien non, ils sont très sérieux et sachez qu'en plus d'eux, Kusakabe a tenu tête à un moment aux 2 plus grands antagonistes de JJK. Sukuna félicitera le talent de Kusakabe et Kenjaku affirme que parmi les exorcistes présents à la fin de Shibuya, il était le plus érudit de tous. Tout récemment dans le manga, avec le chapitre 269, on apprend que Kusakabe est l'héritier de la nouvelle école de l'ombre. En plus de maîtriser totalement les techniques de celle-ci, il possède maintenant
maintenant une emprise et un contrôle total sur la technique du territoire simple. Une technique qui est, je le rappelle, fondamentale dans le monde de l'occulte, permettant de faire face à n'importe quel territoire. Kusakabe ne possède pas d'extension de territoire, mais il est celui qui manie le mieux l'arcane qui permet de tous les contrer. Imaginez être celui qui possède la technique permettant de contrer tous les plus grands génies face à vous. Le génie incompris ou le génie contradictoire, appelez-le comme vous le voulez. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que depuis le début, j'ai mentionné des personnes considérées par leurs entourages ou par nous spectateurs comme des ratés. Mais dans le cas de Kusakabe, la seule personne qui le considérait comme cela n'était nul autre que lui-même.